clôture avec nous cette 4e saison des Conversations au carré. J'en suis d'autant plus heureux que j'ai pensé à lui à peu près dès le début de la première saison. Mais l'animal est fuyant et surtout, il a parmi les écrivains une spécificité, c'est que ce garçon travaille. Il travaille beaucoup, notamment pour la télévision, comme vous le savez, et pour la presse aussi. Et donc c'est parfois un peu difficile pour lui, hors week-end, de répondre à mon invitation. On s'était promis d'y arriver, on y arrive ce soir, j'en suis très heureux. Je crois qu'on vient de vous arrêter une émission, c'est bien dommage, mais du coup, l'occasion fait le larron. Voilà. Alors pourquoi je suis content d'avoir Eric à mes côtés, c'est parce que avant de le connaître, je ne me souviens pas très bien quand on s'est connus, je crois que c'était dans un festival de littérature, formidable festival d'ailleurs, qui s'appelle le Salon des littératures européennes de Cognac. Si un jour vous avez un week-end à ne pas perdre, allez au Salon des littératures européennes de Cognac. Éric Nolot et moi-même y sommes toujours présents, et ce n'est pas l'unique raison de l'intérêt de ce festival. Mais Éric Nolot, j'en avais beaucoup entendu parler, avant même que la plupart des gens en aient entendu parler, c'est-à-dire avant que vous n'entamiez comme un huron, dans un premier temps, on en dira peut-être deux mots, votre carrière télévisuelle, parce que ce monsieur était à la tête d'une maison d'édition qui publiait parmi les choses les plus singulières. C'est idiot de ma part de dire singulière, parce que si la littérature n'est pas singulière, alors à quoi ça sert? Mais les plus, j'allais employer un terme grossier, les plus audacieux, on va dire, de ce qui pouvait se faire publier, c'est-à-dire de la littérature étrangère. Vous savez, la littérature étrangère, c'est beaucoup plus compliqué que la littérature française, parce qu'il faut acheter les droits des livres, et qu'ensuite il faut payer un traducteur pour le traduire. Donc déjà, vous partez avec un handicap considérable. Et dans un pays où 70% peut-être même plus, je dirais entre 70 et 80% de littérature étrangère lue, et parfois à très bon escient, est de la littérature anglo-saxonne et notamment américaine, la maison d'édition d'Éric, qui s'appelait L'Esprit des Péninsules, publiait pour l'essentiel des auteurs venus de l'ex-bloc de l'Est. Vous m'arrêtez, Éric, si je dis une sottise. Pour l'instant pas, tant mieux. Et voilà, c'était vraiment une maison assez fascinante qui dénotait une foi, une croyance dans la littérature. Il y a d'autres maisons qui aujourd'hui en France, bien sûr, et c'est très heureux, peuvent témoigner de ça également. Et puis voilà, et puis un jour, par des circonstances que je m'explique mal, puisque la littérature bulgare n'était pas censée y mener, vous vous êtes retrouvé sur des plateaux de télévision où votre insolence naturelle et votre non-respect des conventions vous a mené là où on sait. Une chose quand même, vous n'avez jamais changé, comme dirait Dalida, mais au sens où vous êtes toujours resté le lecteur exigeant, et c'est aussi celui-là que j'ai... J'espère, je l'espère. Oui, mais ça c'est moi qui le dis. Vous êtes toujours resté le lecteur exigeant que vous étiez comme éditeur en termes d'exigence littéraire, et je trouve ça extrêmement heureux, surtout parfois dans des magazines ou des émissions de télévision qui sont par définition qui touchent un beaucoup plus large public que celui de ce qu'on appelle les lecteurs réguliers en France. On considère qu'en France il y a à peu près 1000 à 2000 lecteurs réguliers, donc c'est pas énorme. Quand, Éric Nolot, avez-vous su, et comment, si tant est qu'il y ait une espèce de vous remercions à nouveau, mais si tant est qu'il y ait une espèce de grâce claudélienne derrière le pilier de Notre-Dame, mais que voilà, votre vie allait avoir quelque chose à voir avec les livres, et peut-être un peu plus que quelque chose.
D'abord, bonsoir à tous. Je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être de retour dans mon sud-ouest, non pas natal, mais mon sud-ouest d'enfance et d'adolescence. Je suis parti à 14 ans, j'habitais un peu plus au sud, j'habitais Bayonne et Anglet. Et c'est vrai que je suis parisien depuis beaucoup plus de temps, je l'ai passé de temps ici, mais pourtant, à chaque fois que je reviens dans le sud-ouest, je me sens chez moi, je me sens en coïncidence avec le lieu. Ça, c'est le mystère quand même des racines, que même les années accumulées ne peuvent pas distendre ce lien si particulier avec la terre de son enfance. C'est ce que je voulais dire en premier lieu en vous saluant. Je dirais que c'est arrivé très tôt, et c'est arrivé justement à Bayonne et à Anglet. J'ai appris à lire grâce à ma grand-mère, très tôt, et en dehors du système scolaire, bien avant de rentrer à l'école, je maîtrisais déjà bien la lecture. Comme quoi c'est possible, c'est pour ça que les grands débats là, sur le pédagogisme actuel me laissent un peu perplexe, puisque moi j'ai appris vraiment à l'ancienne, sans vraiment de méthode, sans que ma grand-mère ait consulté vraiment des manuels pour savoir comment s'y prendre. Et c'est vrai qu'à 4 ans ou 5 ans, je savais lire. Donc, c'est né d'abord très jeune, et ensuite, toutes les professions que j'ai exercées, quasiment, j'en ai exercé quand même pas mal, ont pour point commun la lecture. Elles sont organisées autour de la lecture. Évidemment, l'édition, évidemment, la critique, j'étais aussi traducteur, c'est aussi de la lecture. Donc, je suis un peu actif sur Twitter, et quand on demande aux gens qui sont sur les réseaux sociaux de se définir d'un mot, moi je me suis défini par lecteur. Il me semble que, intimement, profondément, c'est ce qui me définit le mieux. C'est l'activité sans doute que j'ai plus pratiquée dans mon existence, et c'est quelque chose sur laquelle je ne m'interroge d'ailleurs pas. Prendre un livre, lire, c'est une activité quotidienne, donc c'est devenu... voilà, ça se confond avec ma nature. Et même ce que vous disiez, vous avez établi un lien qui est juste, mais pas à partir de bons points de départ. Vous dites c'est quand même bizarre de passer de la littérature bulgare à la télévision. En fait, moi je suis passé de Houellebecq à la télévision. J'ai fait un pamphlet contre Houellebecq qui s'intitulait « Au secours, Houellebecq revient ». C'était au moment de la parution du pire livre de Houellebecq. Il y a le choix, mais celui-là, à mon avis, est le pire. C'était La possibilité d'une île. J'ai fait un pamphlet contre Houellebecq en général et ce livre en particulier, et j'ai été invité, parce que ce livre avait fait pas mal de bruit, non seulement parce que c'était Houellebecq qui était déjà connu, mais il a marqué, ce livre, le début du capitalisme littéraire. Voilà. En racontant 2 mots, hein, ça a correspondu au moment où Houellebecq a quitté son éditeur d'alors, Flammarion, pour signer un contrat mirifique, directement avec le groupe Lagardère, dans un grand hôtel, je crois que c'était à Deauville, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'était Hollywood, quoi. C'était pas tellement la tradition de l'édition française, qui est généralement plus discrète sur ces choses-là. Voilà, en plus ça a été le début du règne des agents, puisque Houellebecq a pris un agent, le fameux François Samuelson, qui est également l'agent de beaucoup d'acteurs ou d'actrices. Et donc on m'a invité à la télévision pour parler de ce livre. Il y avait très peu de voix anti-Houellebecqiennes, et des gens de la télévision m'ont repéré, m'ont engagé comme chroniqueur à Sa Valence à Paris. L'animateur cette année-là, c'était un certain Laurent Ruquier, et c'est comme ça que Ruquier m'a repéré, il m'a demandé de venir On n'est pas couché. Donc je dois à Houellebecq beaucoup d'heures de lecture pénible, mais aussi ma carrière télévisuelle, puisque c'est grâce à lui, à son corps défendant, que voilà. Mais c'est vrai que même la télévision, en fait, j'y suis entré comme lecteur. En réalité, pas comme homme de télévision, mais comme lecteur. Donc je dois tout à la lecture, je lui dois certains de mes plus vifs plaisirs, et puis je crois que je vais en être à la moitié bien tassé de mon existence, je resterai un lecteur jusqu'au bout. On va y revenir. Juste une chose, parce qu'on l'a reçu il y a quelques années, elle a fait partie de nos invités des conversations au carré, je l'aime beaucoup. Il y a quelqu'un que vous n'aviez pas épargné, je ne sais plus, dans un article, je ne sais pas quoi, et qui quand même est une chic fille, parce qu'elle a été, je crois, la première à vous inviter vraiment, c'est Colombe Schneck, à la radio. Je dis pas de bêtises. Non, j'ai travaillé avec Colombe Schneck, qui avait une quotidienne sur France Inter. Et en effet, j'ai fait 1 ou 2 saisons avec elle, et puis j'ai fini par me faire virer de France Inter, mais j'ai été viré, je crois, de presque toutes les radios principales. Je crois que j'ai été viré 7 fois de la radio, donc, mais pas par Colombe. Hein. Et c'est vrai qu'elle a été très fair-play, puisque je l'avais un peu égratigné à Sa Valence à Paris, et voilà. Ça l'a pas empêché de remarquer de faire carrière, maintenant elle publie très régulièrement, et voilà.
Et alors, honnêtement, est-ce que le plaisir de lecture est toujours absolument le même? Je veux dire par là, et en intensité et en nature. Est-ce que on va parler de vos premières lectures, mais est-ce que le môme ou le gamin, je ne sais pas exactement, qui découvre ça et qui se dit ouais, c'est quand même une bonne façon d'habiter le monde que d'habiter les livres, est-ce qu'aujourd'hui, votre plaisir de lecteur est de même nature? Pas tout à fait de même nature, de même intensité, puisque je constate, et c'est d'ailleurs un des miracles de la littérature et des livres, c'est qu'il n'y a pas de lassitude. Parce qu'on pourrait se dire, au bout d'un moment, cette activité un peu répétitive, mais la variété des imaginaires, les sources d'inspiration très très diverses se font que, à chaque fois, c'est comme la première fois. Néanmoins, si on met de côté cette question de l'intensité, c'est pas tout à fait la même chose d'avoir une lecture innocente et une lecture professionnelle. Une lecture professionnelle, vous êtes bien placé pour le savoir, on lit avec un stylo à la main. Moi, je place le sacré dans les livres, hein. Donc je n'écris pas sur les livres. Et une fois que j'ai lu un livre, vous ne pouvez pas savoir à son aspect s'il a été lu ou pas. Je sacralise un peu le livre. Voilà. C'est là où j'ai placé le sacré, plus d'ailleurs que dans d'autres domaines. Mais néanmoins, je suis assez nostalgique parfois de mes lectures innocentes, où vous n'avez rien d'autre qu'à vous laisser porter par le texte sans vous arrêter en vous demandant ce que vous allez bien pouvoir en dire sur un plateau de télévision ou en dire dans un article. Oui. Donc ça, je le regrette un peu, et c'est pour ça que je suis très impatient de retrouver mes lectures d'été, où là... C'est ce que j'allais vous dire, il vous arrive quand même de lire gratuit aussi. Ah oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, sinon je serais devenu fou. D'ailleurs, je m'arrange pendant l'année pour avoir une sorte de jardin secret littéraire, c'est-à-dire qu'en plus des livres obligatoires que je dois lire pour les émissions, je me réserve en effet des lectures tout à fait personnelles dont je ne parle nulle part, sinon entre amis. Alors revenons sur le petit Éric, peut-être déjà de Bayonne, ou non, peut-être avant, premier grand coup de cœur littéraire, premier grand coup de cœur de livre, vous vous souvenez ou pas? Je me souviens assez bien parce que quand j'étais gamin, mais vraiment tout gamin, là, on parle vraiment de la période bayonnaise et des tout débuts, vers 6 ans, je ne sais pas pourquoi, mais je relisais beaucoup. Alors il y a le plaisir des gamins, je parle vraiment des bambins qui veulent toujours entendre la même histoire le soir. Moi qui suis père de famille, je peux vous dire, j'ai des souvenirs assez douloureux parce que la 500e fois que vous lisez le même texte, il y a une forme même de Holker qui vient. Moi j'en étais un peu malade, mais mes deux fils étaient très friands de toujours des mêmes histoires. Et j'ai poussé ce principe un peu plus loin et je relisais beaucoup Vipère au point de Bazin, dont j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est encore lu aujourd'hui, j'ai l'impression que Bazin disparaît un peu des radars, et de La Terre à la Lune de Jules Verne, et puis un livre qui m'était tombé complètement sous les yeux par hasard, qui était dans la bibliothèque de mon grand-père, qui est un livre très très connu dans les pays anglo-saxons, mais beaucoup moins par chez nous, qui s'appelle Daddy Longlegs de Gene Webster, qui a été porté au cinéma avec Fred Astaire, mais et c'est l'histoire d'une orpheline auquel un mystérieux mécène propose le marché suivant. Il va payer son éducation, elle va aller dans les meilleures écoles, elle est très douée, c'est une élève très très douée. Elle a une seule contrepartie, c'est qu'elle doit lui adresser des lettres chaque jour ou chaque semaine qui racontent justement cette scolarité et cette éducation. Et je me souviens avoir lu ces livres 10 fois, 20 fois, avec toujours le même plaisir, en sachant ce qui allait se passer, et dans des registres très différents. Il y a l'aventure de La Terre à la Lune. Il y a quelque chose d'assez terrifiant quand on est gamin dans Vipère au point, qui est un livre terrible sur la figure maternelle complètement dévoyée. Et puis il y a cette histoire d'orphelinat avec Jim Webster que j'ai lu récemment d'ailleurs en langue originale. Voilà, ça c'est mes premiers émois littéraires. Sans indiscrétion, il y avait des livres chez vous? Oui, il y avait des livres. C'était pas une famille où le livre était porté au pinacle, mais c'était pas non plus une famille dont il était absent. C'était dans une moyenne très très honorable. Il y avait des livres, et moi on m'en a toujours beaucoup offert. Donc non, j'étais environné de livres tout de même. Et alors à quel moment c'est devenu, si j'ose dire, plus sérieux? Alors là j'imagine vers l'adolescence, peut-être l'adolescence basque. Quels ont été les livres où vous êtes dit, parce qu'on s'est tous dit ça, plus ou moins au moment d'un ah ouais non, là ça prend une telle dimension
dimension qu'il va quand même falloir que je songe à tourner autour de ça plus tard, d'une certaine manière, ou pas, mais... Si, ça a été une conviction très précoce. Je savais que je ferais des études de lettres, j'en étais à peu près certain. C'était vraiment la grande affaire de ma vie, la lecture. Après, même quand vous êtes adolescent, vous ne voyez pas très bien ce que ça peut donner comme débouché professionnel ou comme future carrière. Moi, je ne rêvais pas de devenir critique littéraire. Je ne pensais évidemment pas du tout à une carrière télévisuelle. Ça m'est même jamais venu à l'idée avant d'entrer dans un studio de télévision. D'ailleurs, ça s'est fait sur le tas. Mais je savais que d'une manière ou d'une autre, ça tournerait autour des livres. Ouais. En fait, vous avez totalement raté votre vie, parce qu'à l'époque, à Bayonne, je crois que vous lisiez et vous jouiez au football. Ouais. Et si vous aviez pu être footballeur professionnel, peut-être que vos revenus auraient été tout autres que ceux oui et non, parce que l'inflation des salaires de football est assez récente au fond. À mon époque, même les superstars comme Platini ou Rocheteau, c'était des pièges jaunes par rapport à Neymar ou à Mbappé, donc j'ai qu'à moitié raté ma vie. Donc voilà, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Cela dit, on va parler du sport. Non, mais cela dit, évidemment, qu'à 15 ans, je rêvais d'être Rocheteau et pas Proust. Là, je vais vous dire franchement, quelle que soit l'importance de la littérature, à 15 ans, j'étais complètement fasciné par Rocheteau, donc c'était ça mon goût. Oui, vous êtes de la génération Saint-Étienne, les Poupées des Verts... ça c'était... C'est pour ça que, c'est ce que j'ai fait dans la Coupe des Bordes, c'est que les deux plaisirs étaient de même intensité. Ça me mettait dans le même état de lire un livre qui me plaisait ou de regarder un grand match de football. Et à l'époque de mon adolescence, c'était parfait, puisque ça a été le renouveau du football français, que ce soit via Saint-Étienne ou via l'équipe de France, parce qu'avant, c'était une très triste période. Et c'est vrai que cette exaltation, pour moi, se plaçait autant dans le domaine du football que de la littérature, et c'est encore le cas aujourd'hui. On va revenir, on va reparler du sport et de la manière dont ça s'articule pour vous aussi autour de la littérature, et c'est en plus un thème qui m'est cher. On va parler de musique aussi, mais je reviens à la question première. Quels sont ces grands textes de l'adolescence? Je sais qu'il y a peut-être Paul Gaden, c'est après, mais quels sont les grands textes qui sont plus les textes de l'enfance, qui sont ceux du jeune homme de 15, 16, 17 ans, enfin, j'imagine. Vraiment un des très très grands chocs de mon existence, et je pense que le choc a été tel que j'en reste programmé encore aujourd'hui, ça a été entre autres les textes des grands surréalistes. Voilà. C'est sûr que André Breton continue d'être pour moi une référence majeure, le mouvement surréaliste en général, et vous savez, on nous a tous à un moment ou à un autre posé cette question, à quelle époque auriez-vous aimé vivre si ça n'avait pas été aujourd'hui? Eh bien moi, j'aurais aimé vivre l'aventure surréaliste, c'est-à-dire cet entre-deux-guerres extraordinaire sur le point de vue littéraire, intellectuel, artistique en général, mais cette aventure des surréalistes, pour moi, est une des plus grandes aventures spirituelles. Ils n'aimaient pas beaucoup ça, les surréalistes, qu'on mélange un peu le domaine spirituel et le domaine du surréalisme, mais vraiment, j'aurais adoré en faire partie. Donc c'est eu ça, Nadja, L'amour fou. L'amour fou, vraiment, est un texte qui m'a retourné le cerveau. Vraiment, ça m'a mis dans un état second. Ensuite, il y a eu un hasard, je suis tombé très jeune, et maintenant que je le suis beaucoup moins, je me demande d'ailleurs ce que le jeune homme que j'étais a bien pu voir dans ce livre à l'époque. Je suis tombé sur L'homme sans qualité de Musil, et j'ai eu la chance de le lire très jeune. Bon, pour moi, c'est un des deux plus grands livres au monde. Je le mets à côté de À la recherche du temps perdu de Proust, et puis L'homme sans qualité de Musil. Et tous ces textes découverts très jeunes, j'allais dire formaté c'est un mot un peu péjoratif, mais m'ont vraiment laissé leur marque en moi. Voilà. Et c'est vraiment, je peux citer encore d'autres textes, mais vraiment, là, ça a été des expériences de lecture tout à fait uniques. Et qui étaient singulières, qui étaient reliées à des choses scolaires, voilà, la découverte de Proust, est-ce que c'est un prof de français particulièrement bien luné qui vous fait découvrir ça, ou est-ce que c'est vous, en furetant dans l'une des, à l'époque, relativement nombreuses librairies de Bayonne? Non, s'agissant de Proust ou de Musil, c'est vraiment des découvertes, soit par imprégnation, soit par hasard. Mais là, à l'époque où on parle, j'avais déjà quitté Bayonne. J'ai quitté Bayonne à 14 ans, et c'est vrai que j'ai eu
là j'étais au lycée de Saint-Cloud, j'ai eu la chance d'avoir un prof qui avait des côtés complètement extravagants, originaux, qui s'appelle toujours Francis Moncoff, qui a été vraiment mon premier maître littéraire, et qui avait décidé de mettre au programme ce qu'on ne mettait jamais au programme. C'est-à-dire, il a mis Faulkner, il a mis Rob Grillet, il a mis Arabal, des choses insensées, et c'est vrai que ça m'a complètement ouvert à des choses. Vraiment, le nouveau roman, je serais passé à côté sans lui, c'est sûr. On a étudié Faulkner, en plus c'est Le bruit et la fureur qui est sans doute le plus difficile à aborder des textes de Faulkner. Il y a un côté un peu comme ça énigmatique, un peu fermé, et je lui dois beaucoup. Bon, voilà. Mais les grandes lectures que j'ai mentionnées, c'est pas via Francis Moncoff, mais il m'a ouvert vers d'autres horizons. Et c'est une histoire très commune aussi qu'un enseignant puisse avoir une influence aussi décisive sur ses étudiants. Et en effet, je pense que littéralement, il y a deux chemins. Soit vous avez la chance de rencontrer un de ces enseignants, soit vous n'avez pas eu la chance de les rencontrer et vous passez à côté de quelque chose. Mais d'avoir des gens qui vous initient au plus noble sens de ce mot, voilà, j'ai eu la chance que ça m'arrive. Alors je disais tout à l'heure que vous étiez un éditeur plutôt spécialisé, enfin spécialisé, je déteste le terme, mais dont les rivages venaient plutôt du beau Danube bleu et des ex-pays de l'Est. Et ça sera ma dernière question strictement biographique, ensuite on va parler de choses un peu plus périphériques si vous voulez bien. Je crois que ce coin d'Europe, et quand je dis d'Europe, j'insiste là-dessus parce que je crois que c'est important pour vous, c'est d'ailleurs l'esprit même du nom que vous aviez donné à votre maison d'édition, vous allez expliquer, l'esprit des péninsules. Ce coin d'Europe, vous le découvrez de par vos obligations militaires, c'est ça? Vous faites, dans un premier temps, vous faites... Ça s'est passé en fait en 3 temps. Ouais. Il y a eu un temps très anecdotique, mais qui m'a beaucoup marqué, et on revient au football, c'est que j'étais fasciné par l'alphabet cyrillique pendant les matchs de football. Donc on voyait les tableaux, on voyait s'afficher les noms des joueurs français et soviétiques ou bulgares, enfin tous les pays qui utilisent l'alphabet cyrillique. Et moi je disais, ils sont quand même gonflés ces gars-là, parce que y a des lettres qu'ils respectent, et puis il y a des lettres qu'ils respectent absolument pas, c'est vraiment n'importe quoi. Le I c'est un N à l'envers, et il y avait un côté d'étrangeté, alors que c'est des pays vraiment très proches. Ça c'était la première chose. Mais ça travaille, hein, c'est des choses d'enfance, ça travaille. Et le maillot CCCP. CCCP, voilà, c'est étrange, et ça ne se dit pas du tout comme ça. Qui est magnifique. Ah oui, j'en ai encore. Ou la R, oui. J'en ai encore des maillots de cette époque, il y a un côté vintage que j'aime beaucoup aussi. La deuxième chose, ça a été la découverte d'Ismaël Kadare. Il y a eu un livre d'Ismaël Kadare qui est magnifique, Le général de l'armée morte, qui d'ailleurs est paru plusieurs années avant la vogue Kadare. Il y a eu une période de latence assez curieuse, et après il y a eu la mode Kadare. Et moi, l'Albanie, ça m'a complètement fasciné. C'était un pays très proche, un pays presque méditerranéen, et qui vivait sous le régime actuel de la Corée du Nord, en gros, quoi. Voilà, avec les aspects délirants, les aspects même criminels de la Corée du Nord. Et vous pouviez y aller en avion, 2 heures d'avion, bon, sauf quand vous arriviez à la frontière, ils vous demandaient de vous couper les cheveux. Bon, c'était un peu particulier comme régime. Et puis la troisième chose, c'est qu'en effet, j'étais envoyé pour faire mon service national comme professeur en Bulgarie. Et donc là, j'ai habité 2 ans en Bulgarie, avant la chute du mur, donc en Bulgarie communiste. Et j'ai donc découvert un peu le système communiste. Alors c'était pas l'Albanie, hein, c'était pas aussi dur, mais c'était pas non plus... c'est pas non plus, ouais, c'était pas très coulant non plus. Le pays le plus... non, mais il y a du bloc de l'Est, enfin, c'était... non, c'était le plus proche. Non, c'était le plus proche des Soviétiques d'abord. Ouais. Il avait même été question que la Bulgarie devienne un État de l'Union soviétique. Et puis c'était un régime relativement dur, avec un satrape local qui s'appelait Todor Zhivkov, qui était là depuis 40 ans, puisque le renouvellement démocratique là-bas était quand même assez limité, en théorie et en pratique. Et tout ça a fait que l'Europe de l'Est reste ma grande passion littéraire, pour une raison aussi objective, c'est que... Alors je vous interromps, parce qu'il s'agissait de les trouver, les textes, à cette époque-là, oui. 2 ans avant la chute du mur. C'est un fait de vivre en Bulgarie, c'en est un autre, j'imagine, de lire en Bulgarie et de trouver les textes d'auteurs qui étaient le plus souvent interdits. Ben le premier texte que j'ai publié, quand j'ai fondé ma maison d'édition, L'Esprit des péninsules, c'est un texte qui a été traduit par un de mes élèves en Bulgarie. Le système scolaire bulgare était extrêmement efficace, et ils avaient une manière d'enseigner les langues qui faisait que les gamins
arrivaient avec un niveau 0 et ressortaient du système parfaitement bilingue. Ça laisse un peu rêveur quand on entend l'anglais qui est parlé en France, alors que notre environnement est très anglophone. Bon, comme quoi, là aussi, il y a un mystère pédagogique qui m'échappe. Et il m'a amené ce texte qui s'appelle Le cœur dans la boîte en carton, et ça m'a fasciné parce qu'il a été écrit dans les années 20, il est contemporain des grands textes surréalistes français, on revient au surréalisme, et l'histoire, c'est un poète bulgare qui s'appelle Valérian Plamenov, et Valérian Plamenov se réveille un matin en plein drame, il est poète, et il a perdu toute inspiration, il n'arrive plus à aligner 2 vers de suite. Alors, il y a 2 solutions quand on a perdu l'inspiration en tant qu'auteur. Soit on continue à écrire, et ça donne des résultats fâcheux qu'on voit parfois dans les librairies, soit lui choisit une autre solution, il va passer une visite médicale, il passe une radio, et le médecin lui dit c'est pas étonnant que vous ayez perdu l'inspiration, votre cœur a disparu de votre poitrine. Et le poète en question, Valérian Plamenov, va se lancer, c'est ça qui m'a fasciné, à la recherche de son cœur à Sofia et à Paris. Et il arrive à Paris, 29, 28, 29, et ce qu'il décrit, alors c'est un Paris contemporain des surréalistes, c'est le contraire, c'est un Paris complètement démagnétisé, qui est quadrillé par le tourisme de masse, qui est quadrillé par des Japonais avec des Kodak en bandoulière, 28, 29, et moi j'ai un peu arrangé la traduction de mon élève, Krasimir Kavadjev, auquel je rends hommage ici ce soir, parce que c'est un génie de la traduction. Et ça a été le premier livre que j'ai fait paraître. Et ensuite j'ai trouvé de fil en aiguille d'autres textes bulgares, puis ensuite, vous savez, les réputations se font assez rapidement, on m'a proposé des textes, et quand j'ai arrêté la maison d'édition, j'avais publié, je crois, 220 livres traduits de 27 langues différentes. Ce qui est énorme, et puis entre-temps le mur était tombé, donc je pense quand même que les choses étaient devenues relativement... Oui, vous savez, c'est très troublant cette histoire de mur, parce que d'un strict point de vue littéraire, on trouvait des textes de bien meilleure qualité à l'Est avant la chute du mur qu'après. Regardez la trajectoire de Cadaret, par exemple. Cadaret, d'ailleurs, moi je l'avais interviewé, il m'en avait parlé très très directement. Il m'a dit qu'en effet, la pression qui était exercée sur les écrivains, évidemment c'était très préjudiciable du point de vue des libertés, mais ça les obligeait à trouver des moyens d'expression détournés, ça stimulait une forme de créativité, et je dois dire que depuis 89, bon, il est paru évidemment des grands romans de l'Est, mais il ne s'est pas produit ce déchaînement de l'imaginaire auquel on pouvait s'attendre. La littérature de l'Est, notamment la littérature russe, depuis 89, est un peu décevante, je trouve, par rapport à ce qu'elle était je fais une parenthèse comme ça entre 2 critiques littéraires, je suis parfaitement d'accord avec vous, et j'ai l'impression que c'est pratiquement toujours le cas. Que les grands cinéastes espagnols de l'ère Franco n'ont plus fait un bon film après Franco. Je pense à Saura, Berlanga... même phénomène. Pardon à ceux que j'oublie. Qu'effectivement, il n'y a pas aujourd'hui dans la littérature russe contemporaine l'équivalent de Mayakovsky, de Marina Tsvetaeva, de Vladimir Grossman, et de tant d'autres. Et de tant d'autres, bien sûr, et de Pasternak, etc. J'ai l'impression que c'est paradoxal, évidemment. L'accession à la liberté est plutôt une bonne idée, mais que c'est assez commun. Enfin, c'est un phénomène assez commun. Comment vous expliquez ça il avait utilisé une image, Cadaret, la littérature allemande post-nazisme, maintenant non, mais post-nazisme, mis à part Heinrich Böll, et encore, c'est quand même ce que Fadet. C'est généralisable. Ensuite, à partir des années 70, ça redevient intéressant, mais c'est pas une littérature très intéressante, ça n'a rien à voir avec la grande littérature austro-allemande des années 30. Mais voilà. Non, mais j'interrogeais Cadaret sur les conditions de la création en Albanie communiste, et il avait utilisé cette image, il m'avait dit, vous, quand vous voulez sortir de chez vous, vous ouvrez la porte. Nous, on était obligés de creuser un tunnel sous la porte, donc tout est dit. Ouvrir la porte, c'est pas très intéressant. Creuser un tunnel, ça devient tout de suite plus intéressant. Oui, par exemple, je lui disais, mais comment ça se fait qu'il pleut autant dans vos livres? C'était très très fascinant de voir qu'il pleut tout le temps dans les livres de Cadaret. Il disait, écoutez, j'étais dans un pays où tout devait être positif, et le fait qu'il pleuve en Albanie, c'était déjà quelque chose de politique de le dire. Et en plus, tout était soumis à la censure, donc il fallait trouver des moyens de faire passer des messages, mais qui passeraient quand même la rampe de la censure. Et vraiment, la littérature albanaise, qui a connu une grande époque, il n'y a pas seulement eu Cadaret, Fatos Kangoli,
Besnik Mustafaï, etc. Bah, écoutez, depuis quelques années, il ne nous arrive plus que des choses un peu, voilà, un peu moins, voilà, beaucoup moins intéressantes. Enfin, on ne va pas pleurer non plus sur les tyrannies révolues. Moi, j'ai vécu sous une tyrannie en Bulgarie, j'ai vu ce que c'était pour les gens, et d'ailleurs, dès que les frontières se sont ouvertes, tout le monde s'est égayé et a fui le pays. Il y a ça aussi. Voilà, il y avait 9 millions d'habitants, il n'en reste plus que 7,5 millions, puisque 1,5 million, vous voyez, vous imaginez, c'est quand même 1/9 de la population. Mettez ça à l'échelle de la France et vous voyez, le côté massif de l'exode. Voilà, donc je pense que vous avez raison de parler des Espagnols ou des Allemands, c'est un phénomène très généralisable. Mais moi j'ai eu quand même la chance de pouvoir publier des tas de livres venus de l'Est, parfois même de grands noms dont il restait des inédits. Moi j'ai une passion pour Bohumil Hrabal, je tiens pour un des plus grands écrivains du siècle, j'ai publié 2 inédits de Bohumil Hrabal. Donc j'ai quand même trouvé des tas de choses. Après, paradoxalement, les auteurs les plus connus de feu mon catalogue étaient plutôt des Français. Pierre Jourde, Olivier Molin, c'est plutôt des noms français qui ont émergé, même si Angèle Wagenstein, qui a eu le Grand Prix au Festival de Cognac, dont vous parliez tout à l'heure. Immense écrivain. Voilà, très bon écrivain. Voilà, mais c'est vrai que c'est plutôt des Français, paradoxalement, qui ont émergé de mon catalogue. Alors, comment se fait-il que cette passion de lecteur, renforcée par ces voyages, vous ait amené plutôt vers l'édition et pas ce vers quoi ça amène à peu près tout le monde, qu'on lise ou pas d'ailleurs, souvent hélas, ou qu'on voyage ou pas, c'est-à-dire vers l'écriture. Vous avez écrit, on va en parler, mais c'était pas le mouvement premier. Non. D'accord. Hein. Non, c'est venu tard, parce que si je dis pas de bêtises, oui, le pamphlet anti-Houellebecq dont je parlais tout à l'heure, c'est votre premier livre. Ouais, je crois que c'était mon premier livre. Oui. Ben, je pense que la fréquentation des grands auteurs peut avoir 2 effets, soit un côté un peu dissuasif, on se dit, bah, j'ai lu Proust et Musil, bon, ça va paraître modeste, ma petite prose, soit il y a des gens au contraire que ça stimule, il y a un effet d'entraînement, il y a des tas d'écrivains qui ont commencé par recopier par exemple les œuvres, André Pierre de Mandiart par exemple, avant de se lancer dans l'écriture, a recopié des livres entiers pour voir comment ça fonctionnait, comment fonctionnait la phrase. Donc peut-être que moi je me suis laissé dissuader et que l'écriture est venue un peu tard. Après, j'ai quand même pratiqué assez tôt l'écriture critique. Ça c'est vrai. J'ai travaillé pour le matricule des Anges. Excellente revue littéraire. Ben oui, qui continue, qui défend une littérature exigeante, une littérature qui n'a pas souvent pignon sur rue médiatique. Voilà. Donc j'ai quand même pas mal écrit sur le mode critique. Et je dois dire aussi, c'est peut-être une partie de la réponse, que je ne fais pas de distinction fondamentale entre l'écriture critique et l'écriture romanesque ou l'écriture fictionnelle. Je pense que ça mobilise à peu près les mêmes capacités, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes textes. L'écriture, c'est l'écriture, quel que soit l'objet. Je pense que c'est un peu naïf de distinguer entre l'écriture critique et l'écriture romanesque. Alors moi, il y a une chose qui m'étonne, c'est que l'éditeur que vous êtes est l'éditeur le plus délicat, tête chercheuse que je connaisse. L'homme, on peut le dire, on se connaît un peu, est le plus délicieux des compagnons. Et comment se fait-il que vos premiers livres, que j'adore par ailleurs, se soient développés? Vous en avez parlé à propos du Houellebecq. On peut en parler aussi beaucoup avec ce livre qui est votre grand succès, votre Lagarde et Michard à vous. Le jour des Nolos, on va dire 2 mots quand même de Pierre Jourde. Comment se fait-il, avant d'en parler plus précisément, comment se fait-il que ce soit le pamphlet qui ait pris d'abord le dessus? D'abord, j'aime bien la castagne, ouais. À vrai dire. J'ai un goût naturel pour la castagne. Mais qui ne se voit pas dans la vie de tous les jours. Je ne me souviens pas qu'on se soit jamais engueulé. Enfin, non, je ne suis pas un psychopathe non plus. Hein, par exemple, quand je jouais au football, j'ai joué en club très très sérieusement quand même, c'est-à-dire 2 entraînements par semaine, un match. Là, j'étais déjà parisien. J'avais le record de la Ligue, c'est-à-dire beaucoup de gens, du nombre d'avertissements. Mais jamais pour faute sur l'adversaire, mais pour contestation de l'arbitrage. Donc, voilà. Donc j'ai un côté un peu, oui, c'est vrai, contestataire, quoi, voilà, mais qui ne se traduit pas par la violence physique. En revanche,
pour les choses qui m'importent au plus haut point, et la littérature en fait partie. Il y a quelque chose qui m'énerve, mais profondément, et qui est un moteur d'écriture qui marche à chaque fois avec moi, c'est la distance que j'observe entre ce que je lis d'un livre dans la critique et ce que j'en ressens à sa lecture. Et je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que des fausses valeurs sont portées au pinacle, que des écrivains absolument lamentables sont présentés comme des phares de la littérature française, et ça me donne envie de combler cette distance, et quelle meilleure manière de la combler que le pamphlet. Le pamphlet... qui est une tradition française, par ailleurs, très établie. Bien française. Un peu tombée en désuétude. Voilà, et donc... Parfois un peu de droite, hein, quand même. Le pamphlet, normalement, est de droite. Voilà. Normalement, le pamphlet est de droite. C'est une tradition de droite. Avec Jourde, on l'a transposé sur le plan littéraire avec une parodie du Lagarde et Michard. C'est-à-dire que nos maîtres, Lagarde et Michard, n'avaient pas pu faire le XXIe siècle, évidemment. Donc nous, on s'est chargé de faire le XXIe siècle. Sauf que, évidemment, Lagarde et Michard, vous parlez des livres qu'ils avaient adorés, et nous, on a parlé des livres qu'on avait détestés. Donc c'est un peu le... Voilà, on a pris un peu le contre-pied. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce que je le pense vraiment. On vit, vous le savez, une crise profonde du livre. Il y a de moins en moins de lecteurs, la place du livre qui est contestée par d'autres éléments de fiction possibles dans nos vies respectives, les séries, les tablettes, etc. Il y a plein de bons livres. Pourquoi parler des mauvais? Pourquoi ne pas se dire, est-ce qu'il n'y a pas une facilité à se payer, je ne citerai pas de nom, je n'ai pas envie qu'on en cite, mais si, je vais en citer un parce que je suis complètement d'accord avec vous, pour moi c'est absolument épouvantable, à se payer Christine Angot. Pardon, je m'autorise, pardon. C'est un des seuls auteurs qui provoque des rires spontanés quand même. Oui, il y a quand même un cas spécifique, Christine Angot, il faut le reconnaître. Les habitués savent que je suis pas, j'ai pas la verve d'Éric, mais bon là quand même. Alors qu'il y a tellement de livres inconnus qui ne demandent qu'à l'être un peu plus et dont surtout quelqu'un qui a une position médiatique comme la vôtre peut permettre peut-être de les faire accéder à un autre public. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un reproche, hein, mais c'est... Je vois très bien. J'ai plusieurs réponses. La première réponse, c'est que j'ai fait une compilation de mes articles pour les 30 ans d'activité littéraire qui s'appelle Pourquoi tant de haine, les initiales, un petit jeu de mots sur les initiales, et 80% des articles étaient des articles positifs, c'est-à-dire je mettais en avant ce que j'ai aimé. Il y avait notamment des relations de voyage que je faisais à mes frais pour le matricule des anges. Je suis allé voir Peter Esterhazy, auteur hongrois génial, à Budapest. Je suis allé voir Claudio Magris, qui est un de mes dieux littéraires, à Trieste. Bon, donc, en fait, en réalité, je passe ma vie à dire du bien des livres, mais la nature humaine est ainsi faite qu'on retient plutôt les fois où j'en dis du mal. Et malheureusement, je dois dire que la nature humaine est aussi mal faite pour vous, Olivier, puisque vous avez été beaucoup plus sensible à ce que je dis de mal. Après, sur l'autre problème de la crise du livre. Alors, j'y suis sensible sur... C'est vrai parce que je n'ai écrit que sur Pourquoi tant de haine, en expliquant pourquoi et comment vous aimiez la littérature. C'est vrai, et vous l'aviez oublié, ça vous revient maintenant. Les deux réponses sur la crise du livre. Ça m'a fait changer d'avis sur un point. J'ai toujours été très hostile au barnum des prix littéraires, je parle des principaux prix littéraires, qui sont marqués par le compromis, la compromission, la magouille à tous les étages, enfin quelque chose d'assez épouvantable comme tambouille. Bon. J'en viens à changer d'avis, justement pour ce que vous venez de dire, c'est que je me dis, on est dans une situation telle que même un prix douteux, s'il arrive à attirer dans les librairies des lecteurs, que ça soutient un peu les libraires qui ont bien besoin de soutien, en effet, je suis beaucoup moins sévère qu'avant, beaucoup moins radical. En revanche, sur l'auteur que vous avez mentionné, je continue de penser, mais très sincèrement, c'est pas pour l'art de la formule, qu'il vaut mieux ne rien lire que de lire Christine Angot. Oui, j'en suis intimement persuadé. Donc pour ça, ça ne m'a pas fait changer d'avis. Même si ça doit sauver la vie de la librairie, je pense qu'on peut s'abstenir de lire Christine Angot, qui est ce qui est de plus épouvantable que nous propose le marché depuis quelque temps. Sur le reste, vous voyez, je vieillis, je tiédis, je vacille sur mes convictions. Non, l'idée aussi,
c'est de se dire, alors Christine Angot, c'est différent, on est d'accord, on ne va pas épiloguer. Et on est encore plus d'accord sur Houellebecq. Mais qui, à mon avis, est beaucoup plus dangereux que Christine Angot. Mais pourvu qu'ils n'aient pas d'enfants ensemble, c'est ça. Mais l'idée, c'est que moi, quand je vois dans le train, il m'arrive souvent de prendre, comme vous, j'imagine, des gens lire des livres que je trouve pas nécessairement absolument essentiels, alors là, je ne citerai pas de nom, parce que ce serait désobligeant, mais dans certains cas, je me dis, bah, si elle lit ça, ou je dis elle parce que la plupart du temps, les lecteurs sont des lectrices. Hein, 80%. Ouais, plus. De romans, on en est à 90. Mais si elle lit ça, ça peut l'amener vers autre chose, ça peut l'amener vers des choses plus intéressantes. Enfin, c'est déjà ça, mais voilà, ça c'est peut-être le point de départ de quelque chose qui va... Je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, moi, de toute façon, bon, je regarde aussi dans les transports en commun. D'ailleurs, il y a quelque chose de rassurant, c'est qu'en effet, dans les trains ou dans le métro parisien, les gens lisent beaucoup, ce qui est unique au monde. Hein. Vous pouvez prendre le métro dans d'autres pays, vous ne voyez pas ça. Et puis moi, écoutez, qui suis-je pour juger? J'ai aucun mépris, aucune condescendance, les gens lisent ce qu'ils veulent, bon, très bien. En revanche, j'estime, parce que le nom, les livres qui sont lus sont en très petit nombre. C'est un peu toujours les mêmes. Il y a les grands noms de la littérature populaire, Lévy, Musso, il y a toute la génération de la Chiclite, Aurélie Valognes, etc. Bon, très bien, vous avez aussi, quand c'est la mode de 50 nuances de gris, bon, etc. Bon. Je me dis quand même que cette situation de quasi-monopole d'une douzaine de titres est le résultat d'une situation fâcheuse, à savoir qu'on a mis dans la tête de ces gens qu'en fait ils ne méritent pas mieux. C'est tout ce qu'ils trouvent parfois dans les gens, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont encore intimidés par les librairies. N'osent pas entrer dans les librairies. Ça a toujours été comme ça. Oui, mais ça devrait plus l'être. Il y avait Guy Descartes que plus personne ne lit, et je ne suis pas persuadé que les gens que vous venez de citer seront lus dans 40 ans. Il y avait Delhi dans les années 30 qui vendait plus d'1 million d'exemplaires de chacun de ses livres. Il y a toujours eu une littérature populaire qui effectivement ne donne pas accès à autre chose, ça c'est évident. Non, je pense qu'on enferme un peu un large lectorat dans un cercle très restreint de livres, ouais, où au fond on leur dit, écoutez, ça c'est pour vous. Oui. Alors, et il existe une grande littérature auquel vous n'avez pas accès parce qu'au fond vous ne la méritez pas, c'est juste pour m'occuper votre temps de transport. Je trouve que c'est là le véritable mépris. Il y a des tas de choses qui conspirent dans l'autre sens. Il y a le travail que font les libraires, il y a le travail que font les médiathèques, les bibliothèques qui donnent accès, voilà. Il y a un travail de conseil qui corrige un peu cette situation. Mais vous avez des tas de lecteurs qui, dans leur environnement, n'ont accès qu'à un relayage avec un nombre très restreint de livres, et au fond, le choix est très très limité. Moi je pense qu'il y a des grands livres qui sont très accessibles et qui devraient trouver un lectorat beaucoup plus important. Après, moi j'ai absolument, encore une fois, aucune forme de mépris. En revanche, je conteste, mais vous avez l'air d'être d'accord avec moi, que le fait de lire Lévy et Musso voilà, mène à autre chose. Moi, je ne crois pas. Non, je ne pensais pas à ça, effectivement. Je pensais pas à ces noms-là, en effet. Je pense que ça passe par d'autres circuits. Ça passe par l'école, la sensibilisation à d'autres formes de littérature. Ça passe par les lieux que j'ai cités tout à l'heure, où là, yeux dans les yeux, on peut conseiller à quelqu'un un livre et un peu ouvrir son horizon. Écoutez, moi, je souhaite à tout le monde d'avoir accès à tous les livres du monde, voilà. On est plutôt d'accord là-dessus. L'écriture, ça devient... L'écriture de livres, je veux dire, ça devient de... Moi j'ai l'impression que ça commence à prendre de la place, là, chez vous, quand même. Hein. Il y a eu ce livre sur ce musicien que vous aimez passionnément, d'une passion que je finis par penser de nature érotique, puisque je vous vois tous les deux ensemble, tout le temps. Vous produisez sur scène, vous êtes produit à Bordeaux il y a peu de temps, d'ailleurs. Peut-être pas à Bordeaux, mais dans la périphérie bordelaise. Graham Parker-Roman, on peut en dire deux mots. Puis il y a ce livre dont on va parler aussi, qui est sorti l'an dernier, d'une collection dirigée par l'excellent et commun ami Benoît Emmermann,
quand la coupe déborde chez Stock, vous parlez de votre passion pour le football. Mais alors, ces deux livres-là, c'est... alors, j'ai plus d'appétence pour le football que pour la musique, mais ces deux livres-là, ce ne sont pas des livres sur le football, ce ne sont pas des livres sur la musique, ou ça l'est incidemment. Ce sont des livres d'écriture quand même. C'est quand même comment faire littérature à ce sujet-là. C'est ce que je vous disais sur les formes d'écriture, c'est-à-dire que je parle de ce rocker pour lequel j'ai une passion immodérée, Graham Parker, ou que je parle de football, ou que je me paye un peu la tête des auteurs que je tiens en piètre estime. Pour moi, le travail est le même. J'essaie de trouver la forme textuelle la plus aboutie selon mon point de vue. Après, c'est au lecteur de décider si c'est réussi ou pas, ou complètement foiré. Mais Graham Parker, c'est aussi, ça dépasse un peu simplement l'hommage à un musicien. Bon, d'abord, je reviens en deux mots sur l'origine de cette passion. Mon copain de lycée, qui était aussi un élève donc, de Francis Boncoff, s'appelle toujours d'ailleurs Yves Calvi, donc c'était mon meilleur copain au lycée. Mon meilleur copain, mais on était tous les deux un peu spécialisés dans les frasques, et je dois dire que nos professeurs de Saint-Cloud, là, quand ils zappent à la télévision et qu'ils tombent successivement sur Yves Calvi et sur moi, ils doivent se dire que la vie est quand même étrange, et que oui, qu'il y a quelque chose qui s'est passé qu'ils n'ont pas bien maîtrisé, parce que je ne pense pas qu'ils voyaient cet avenir pour nous, voilà. Plutôt, voilà, on était assez chahuteurs, voilà. Et puis, il était très branché rock. Je sais que ça peut paraître bizarre, Yves Calvi avec des cheveux longs et branché rock, ça demande un effort d'imagination, mais je suis sûr que vous en êtes capable. Et on passait quelques heures chez lui après les cours, et un jour, il a mis un disque de Graham Parker. Il était très, très branché, très pointu. Et moi, j'ai eu un coup de foudre musical. Je suis devenu parkéromane, c'est comme ça que je désigne ma maladie. C'est quoi comme musique, Graham Parker? Graham Parker, c'est un mélange de rock et de soul, c'est les Rolling Stones, plus Aretha Franklin, plus Van Morrison. Voilà, c'est ce... Voilà. Il a émergé pendant les années punk, mais il n'a rien à voir avec le punk. Et puis je suis devenu vraiment parkéromane, c'est-à-dire j'étais d'abord un fan total, obsessionnel. Ensuite, je suis devenu ami avec Graham Parker. Je passe les détails. Je suis devenu l'éditeur de Graham Parker, parce que c'était un très bon écrivain également. Et puis finalement, je suis monté sur scène, où je dis des extraits de ce livre, et lui joue les chansons dont il vient d'être question. Donc je ne peux même pas vous dire ce que ça représente de monter sur scène avec son idole. C'est une expérience... Déjà, ça devait être très impressionnant de devenir son ami. Moi, il a pu m'arriver de rencontrer des écrivains pour lesquels j'ai une admiration folle. C'est parfois... risqué. C'est parfois risqué. C'est parfois risqué. Là, il se trouve qu'humainement, c'est formidable. Et puis, voilà, vous parliez d'expérience érotique, je n'irai pas jusque-là. Mais simplement, c'est une expérience, une des plus fortes de ma vie. Le premier concert, qui était à Cognac, c'est quelque chose qui est presque indescriptible. Ce qui s'est passé en moi, de monter sur scène avec lui. En plus, c'était quelques jours après les attentats du Bataclan, et il y avait une tension dans la salle qui était incroyable, presque palpable. Et les gens ont non seulement l'assistance à apprécier le spectacle, mais ça leur a changé les idées. Je crois de cette pression, ça les a distraits pendant un moment, et il y a eu une vague de reconnaissance qui était incroyable. Mais en fait, ce livre, je me suis dit, voilà, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses ont changé. Quelle est la seule chose qui n'a jamais changé? J'avais 16 ans quand j'ai découvert Graham Parker grâce à Yves. Il y a une seule chose qui n'a jamais changé, c'est que je suis resté fan de Graham Parker pendant, voilà, ça fait, on en est à plus de 40 ans. Donc j'ai voulu faire aussi un livre sur ce fil rouge, sur cette fidélité. Il y a une autre fidélité, c'est le foot quand même. Ah bah oui. Bah, le foot, à mon âge, on est un très vieux footballeur, un trop vieux footballeur, et on est encore un écrivain jeune. Vous faites partie de la génération qui est aussi la mienne, où c'était Jean-Marc Roberts qui disait que dans le temps, on achetait l'équipe et on le cachait dans le monde, et que désormais, aujourd'hui, on achète le monde et on le cache dans l'équipe. Oui, c'est marrant, les mutations du snobisme sont très drôles. Ouais. Mais c'est vrai que c'était pas spécialement... d'être passionné de sport, ça plaçait quand même dans le camp des imbéciles. Ah oui, mais moi, il ricanait à la fac. Ouais. Moi, je lisais l'équipe, en plus à la fac de Nanterre, il ricanait. Qui accessoirement était le journal le mieux écrit de France. Hein. Moi, je débute toutes mes journées par la lecture de l'équipe. Hein. C'est rituel, et une des plus grandes fiertés d'auteur, c'est que j'ai publié un texte dans le numéro anniversaire de l'équipe, des 70 ans de l'équipe. J'ai publié un texte, donc ça reste pour moi vraiment des choses dont je suis fier. Après, la scène
par laquelle s'ouvre quand la coupe déborde, une scène authentique. Donc vous avez publié, c'était l'an dernier, c'était avant la Coupe du Monde, hein, oui. Je crois, en Russie, quand la coupe déborde chez Stock, et qui est une, j'allais dire une suite d'épiphanies, oui. d'une certaine manière, oui, d'épiphanies footballistiques et littéraires. D'épiphanies footballistiques parce que j'ai retenu 11 matchs qui n'ont pas seulement été des grands matchs, qui n'ont pas été seulement des matchs historiques, mais qui ont été des matchs légendaires pour une raison complètement inattendue. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose, la plupart du temps sur le terrain, mais parfois en dehors du terrain, qui fait que ces matchs sont beaucoup plus que du football. Ça peut être la politique, mais ça peut être autre chose, des histoires humaines très fortes, et qui font que ces matchs resteront à jamais dans la geste footballistique. Voilà. C'est que des matchs de la Coupe du Monde, je crois, à part un match de qualification. Et c'est vrai que quand débute le match, vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer. Il y a deux exemples emblématiques, mais évidemment, je vais au-delà de ça. Il y a le fameux coup de boule de Zidane, voilà, qui est un truc complètement inattendu. Il y a la main de Maradona, c'est-à-dire qu'en l'espace de 5 minutes, Maradona va marquer un but de la main. Tout le monde voit la main, sauf une personne, ça tombe bien, c'est l'arbitre. Donc le but est accordé, et 5 minutes plus tard, il marque le but du siècle, puisqu'il dribble absolument l'intégralité de l'équipe anglaise pour marquer le but. Et il y a des choses moins connues sur lesquelles je reviens. Mais c'est ça qui fait la magie du football, c'est que même dans un match un peu anodin, où il ne se passe pas grand-chose, tout d'un coup, vous basculez dans une autre dimension. Évidemment, pour moi, le plus spectaculaire, c'est quand même Zidane, parce que c'est le dernier match en tant que joueur de Zidane. On va la gagner, cette Coupe du Monde. Les Italiens sont à la rue, ils baissent la tête et tout. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Zidane? Il baisse la tête. Il la baisse, mais pas au bon endroit. Mais pas au bon endroit. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est que je raconte ces matchs, et je raconte ensuite la trace qu'ils ont laissée dans la littérature. Et s'agissant de Zidane, il y a des théories extraordinaires qui ont été développées à partir de ce coup de tête. Oui, mais là, elles sont littéraires, donc elles sont belles. Elles ne sont pas très convaincantes, mais elles sont très belles. Donc il y a quelqu'un qui, notamment, il y a une version, une hypothèse qui a été développée par 2 écrivains français, chacun à leur manière, c'est qu'ils disent que Zidane l'a fait volontairement, parce qu'il avait déjà gagné la Coupe du Monde, ça ne servait à rien d'en gagner une deuxième. Il fallait qu'il rentre dans la légende. Comment rentrer dans la légende autrement qu'en foirant cette finale et en sortant avec un carton rouge infâme? Moi, je trouve ça génial comme théorie. Je ne vous dis pas qu'elle est convaincante, mais d'un point de vue littéraire, c'est génial. Et il se trouve que tous ces matchs ont donné dans l'imaginaire, et notamment dans l'imaginaire littéraire, de très grands textes. Et c'est pour ça que j'essaye, dans ce livre, de faire tomber un autre mur, celui qui sépare le football de la littérature. Moi, comme ça fait partie des données immédiates de mon existence, je n'ai jamais théorisé. Le foot et la littérature ont toujours fait partie de ma vie. Mais ça pose encore des problèmes où il faudrait être fan de littérature ou de football, mais les deux, impossible. Moi, ce qui me sidère, c'est que autant il y a depuis toujours des sports qui font l'objet de littérature. Je pense à 2 en particulier qui sont indéniables et tout à fait différents dans leur nature même, le cyclisme et la boxe. Autant, c'était jusqu'à une époque récente, pas vraiment le cas du football. Et là, vraiment, le football est devenu... Est-ce que c'est à l'aune de l'importance qu'il a pris dans notre société, où la moindre conférence de presse d'un sélectionneur national est plus importante que celle du président de la République, et que les polémiques qu'elle déclenche peuvent être plus importantes. Est-ce que c'était à cette aune-là, ou est-ce qu'il y a une espèce de génération? Je pense à votre livre, je pense au livre d'Olivier Guèze, qu'on a reçu ici par ce livre-là, je pense au livre de Bernard Chambaz sur un livre qui s'appelle Plongée, qui est une pure merveille chez Gallimard. Bon, j'en oublie, mais réellement, le football est en train de devenir un objet littéraire aussi. La boxe, le phénomène s'observe aussi dans le cinéma. Le football n'a quasiment jamais donné de bons films. Il en a donné parfois de très mauvais sur le plan footballistique. Coup de tête de Jean-Jacques Hano, c'est un peu embarrassant. Quand vous voyez Patrick Devers courir sur un terrain de football, en 3 secondes, vous voyez qu'il n'a jamais touché un ballon de sa vie. C'est peut-être ça, il a compris des trucs, mais... Non, mais le film n'est pas si mauvais, encore il donne une image un peu pauvre du foot. Bon. Mais les grands films sur la boxe sont légion. Le cyclisme a toujours été un objet
littéraire. Je crois que dans les deux cas, il y a une forme d'héroïsme, de l'individualisme. Parce que là, il ne peut pas y avoir... Le football est quand même un sport collectif. La responsabilité est diluée, même si vous avez des artistes comme Zidane. La boxe, c'est le carré de vérité, c'est le ring, il n'y a pas d'échappatoire. C'est deux hommes presque nus, vous êtes presque dans la version grecque du sport. Non, vous êtes dans les deux cas, même si les sports sont différents, vous êtes dans la mythologie. Absolument, directement. En plus, dans le cas précis du cyclisme, il y a le phénomène très particulier du Tour de France, qui est une épreuve sportive qui est exactement aux dimensions du pays. C'est-à-dire qu'elle suit le pays, elle se confond avec le pays. Et moi, mon grand-père, chez qui je passais beaucoup de temps à Bayonne, m'emmenait voir passer les coureurs du Tour de France. Le football, bien que la boxe et le cyclisme soient des sports populaires, étaient quand même considérés comme un sport de beauf, franchement, de gros beauf, où il n'y avait pas ce côté, le noblard de la boxe, ou le côté héroïque du cyclisme. Ça change, pour la raison que vous avez dit, ça devient un phénomène tellement massif que ça finit par pénétrer l'imaginaire, et je trouve que ça pénètre de manière très intéressante. Il y a beaucoup vraiment de très beaux textes qui parlent, et certains, moi, des plus beaux textes que j'ai lus ces dernières années étaient des textes sur le foot. Chant furieux de Bordas, c'est un truc incroyable, littéralement. On peut le trouver excessif. On peut en discuter, oui, je trouve ça un peu excessif, mais effectivement, il y a une langue, il y a bien sûr, le livre d'Eduardo Galeano, qui est sur le foot, est absolument insurpassable. Y a-t-il, parce que le temps qui nous est imparti, etc., y a-t-il des questions dans la salle autres que le score de France-Norvège féminine, s'il vous plaît, que je n'ai pas? C'était à quelle heure? Ça nous intéresse? Ah ben non, ça n'a pas commencé, oui, très bien. Monsieur, c'est au hasard. Non. Oui, bonjour. Vous dites qu'il n'y a pas de grand film de football. Alors, je ne sais pas si c'est un film de football ou pas, mais j'ai été marqué par Looking for Eric, avec Eric Cantona précisément. Alors, ça ne parle pas vraiment de football, mais en même, c'est quand même très inspiré par le football. Voilà, juste que... Il n'y a pas beaucoup de football, c'est surtout un film sur Cantona. Et Cantona joue Cantona, ce qui est vraiment le meilleur rôle qu'il puisse interpréter, parce que pour le reste, je ne suis pas très convaincu par les talents d'acteur d'Eric Cantona, mais là, il est parfait. Enfin, vous voyez quasiment pas de football. Oui, il y a très peu. Et d'ailleurs, il y a autre chose maintenant qui pose une autre difficulté, c'est que le niveau de retransmission des matchs est tel que le cinéma va avoir du mal à s'aligner. Là, vous avez des caméras dans tous les sens, et qu'est-ce que le cinéma peut apporter de plus? Il pourrait peut-être y avoir des tentatives. Moi, franchement, peut-être que je pêche par omission, mais il n'y a aucun film convaincant qui me vienne à l'esprit sur le football, et il y a beaucoup de films embarrassants qui me viennent à l'esprit sur le football, où vous n'y croyez pas. Ce qui n'est pas le cas du cyclisme, où ils ont réussi au cinéma à l'adapter. Et la boxe, voilà, il n'y a qu'à se blesser pour ramasser. Et la voile, aussi peut-être. Il y a des beaux films sur la voile. Mais c'est parce qu'à chaque fois, ce sont des odyssées personnelles, c'est peut-être pour ça aussi. Oui, alors j'avais une question. Vous avez exercé beaucoup de métiers. Donc vous exprimez votre passion du football, que vous partagez avec mes 3 fils, donc c'est très bien, je suis ravie, moi qui ne rêvais que de princesse et de chambre rose. Est-ce que vous aimeriez exercer le métier de journaliste sportif? Est-ce que vous rêveriez d'être commentateur de matchs de foot? C'est marrant que vous posiez cette question. Bon, d'abord, je compatis pour vos fils, évidemment. Encore que les filles jouent au football, maintenant, vous seriez peut-être tombé sur le parce que moi, en effet, quand on me demandait, gamin, ce que je voulais faire, je disais journaliste sportif quand même, quand j'étais tout petit. Et ce qui est bizarre, parce que l'image que donnaient les journalistes sportifs à Stade 2, par exemple, c'était un peu bizarre, c'était des types, mais ça faisait pas rêver, c'est pas les types d'aujourd'hui. Là, ils arrivent, c'est des beaux gosses, cintrés et tout, font un peu de muscu et tout. Là, c'était les Français moyens, super sympa, là, Chapat, Coudert, des trucs. Bon, et c'est bizarre qu'un gamin s'identifie, voilà, mais j'aurais bien aimé. Après, j'ai fait quelques tentatives, j'ai pris ce papier dans l'équipe, et puis j'ai même fait une chronique sportive dans François, mais j'avais tendance aussi à mélanger culture et foot. J'ai du mal à être très direct. Après, sur la question du commentaire, c'est très dur à faire. Moi, j'ai fait des tentatives, c'est extrêmement dur à faire. Alors peut-être, c'est un manque d'habitude, mais vraiment, ça va très vite. Vous êtes vite débordé par l'action.
par la hiérarchie des infos que vous devez donner. Je trouve que c'est un exercice très très compliqué. Mais c'est peut-être un manque de pratique, peut-être que je m'améliorerai. Mais j'ai pas été très convaincu par mes prestations, les rares fois où je m'y suis risqué. Oui, puis c'est vraiment antithétique du travail de l'écriture, parce qu'on est dans la narration immédiate. On ne peut pas écrire Matuidi fait une passe à Mbappé. Donc il y a un autre problème, moi je suis très chauvin en plus. Et donc... ça, vous n'auriez pas été... non, mais j'ai une mauvaise foi, mais inouïe. Hein. Et donc, c'est très compliqué de... Il faut quand même un tout petit peu de distance. Vous pouvez prendre parti, mais vous ne pouvez pas insulter l'arbitre, ce que je fais quand même à longueur de match. Vous ne pouvez pas insulter les adversaires de l'équipe de France, ce que je fais quand même à longueur de match. Moi, ça me met dans un état second. Hein. Là, la Coupe du Monde, moi, j'étais dans des états inouïs. Quoi. France-Argentine, c'est impossible. Il manque un truc dans votre livre, quand la Coupe déborde. C'est que moi, je trouve que vous êtes quand même... parce qu'il a pu nous arriver de parler de football ensemble, vous êtes un type de club quand même. Vous parlez merveilleusement du football anglais, ce qui prouve que vous y connaissez pas très bien quand vous en profitez pour dire du mal du Barça de Guardiola. Je déteste le Barça. Ouais, je déteste. Oui, c'est un schisme qui ne sera jamais dépassé. Non, mais je crois savoir que vous avez beaucoup suivi, y compris j'allais dire sur le terrain, dans les tribunes, le Red Star, etc. Enfin, il y a ce football-là que vous avez pratiqué, ce football des dimanches, des chaussettes sales, le vrai football, c'est celui-là, avant la Coupe du Monde. Oui, là j'ai voulu, parce qu'il y avait la Coupe du Monde, donc j'ai fait, voilà, j'en ai profité, c'était l'occasion. Mais en effet... Vous pourriez écrire bien sûr. sur le foot, peut-être sur des choses comme ça qui relèvent plus de votre expérience personnelle. Ben, je le fais dans la préface, je raconte ce que c'était, que pour moi il n'y avait rien de plus important que le match du dimanche et les chaussettes sales, évidemment. Mais ce football, moi je l'ai pratiqué avec passion, je reste très lié avec mes copains de club, et quand on se revoit, alors ça fait des années qu'on ne joue pas ensemble, le contact se renoue immédiatement, il y a quelque chose dans le foot qui est vraiment très très fort. Mais ce foot, oui, je l'ai vécu très intensément. J'ai pas trouvé l'angle pour en parler sinon dans cette préface où je donne quelques éléments, mais oui, c'est une piste parce que vous parliez de vos fils, moi je regrette que les miens, par exemple, qui sont plus branchés salle de sport, des trucs comme ça, je leur dis vous ratez quelque chose en ne pratiquant pas un sport collectif. Il y a quelque chose de la socialisation. Ouais, de la socialisation et d'une expérience qui... D'une communauté qui n'est pas un communautarisme, pour reprendre un terme. Mais absolument. Qui pose problème. Parce que, d'abord, il y a le fait que le mot saison dit bien ce que ça veut dire. C'est une série où vous vivez des aventures. Il y a une saison 1, une saison 2, saison 3. Moi, j'ai joué, je crois, 16 ou 17 saisons dans le même club. Et puis, il y a le fait, il y a cette sensation que vous éprouvez, qui est de plus en plus rare, surtout par les temps que nous connaissons. On parle avec raison du fait qu'on arrive de moins en moins à être une communauté unie. Sur un terrain, il n'y a pas de discussion. Il y a une fidélité inconditionnelle au type qui porte le même maillot que vous, et lui a la même fidélité envers vous. Vous êtes prêt à vous crever la paillasse, alors vous êtes mort pour couvrir un type qui vient de se faire dribbler, ce que vous ne faites pas forcément dans la vie. Vous faites, bon, sur un terrain de foot, vous êtes à la rue, vous faites quand même le sprint pour essayer d'aider votre copain. C'est dommage, je le regrette pour mes fils, qui n'aient pas connu cette expérience. Alors, pas forcément pour le football, elle est tout aussi vraie pour le rugby, même le basket, le handball. Mais le football et le rugby, il y a quand même le fait aussi de se rouler dans la boue ensemble, parce qu'on jouait sur des terrains insensés. Je regrette qu'il rate ça. Alors, peut-être peut-on dire que le milieu littéraire et même les écrivains entre eux font preuve de moins de fraternité? C'est un milieu individualiste. La victoire est individuelle, pas collective. Le type qui fait une vente, il ne dit pas la littérature a gagné, il dit j'ai fait une vente. Mon livre a marché, c'est pas la littérature qui a marché. Et la concurrence est féroce. Donc en effet, vous n'êtes pas vraiment en concurrence avec votre coéquipier sur un terrain. C'est peut-être moins vrai maintenant, où il faut briller, peut-être parce qu'il y a un mercato insensé. Donc peut-être qu'il faut... Peut-être qu'il y a ça se dégrade peut-être un peu de ce point de vue-là, mais ça reste très vrai. Vous voyez comment réagissent des joueurs sur le terrain, voilà, on sent bien qu'il y a quelque chose. Regardez comment jouait Liverpool. Bah, Liverpool, voilà, le type il est prêt à mourir sur le terrain. Voilà. Et quand vous entendez l'hymne de Liverpool, You Never Walk Alone, il y a quelque chose qui se passe où le type qui rentre sur le terrain avec le maillot de Liverpool,
il est l'incarnation du C'est ça que je voulais vous faire dire en parlant du Red Star, en parlant du foot anglais, en l'occurrence Liverpool. C'est aussi cette âme profondément populaire, initialement ouvriériste du football, ce football de Camus aussi, qui disait exactement ce que vous venez de dire, et qui est l'âme même du football. C'est pour ça que je pense que dans ces temps de désagrégation collective, le football, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'il y a le chauvinisme, il y a le nationalisme, est quand même un ciment. Voilà, rapproche les gens plus qu'il ne les éloigne. Même si vous me verriez devant mon écran quand il y a un grand match de l'équipe de France, vous penseriez sans doute le contraire. Je ne sais pas le meilleur aspect de moi-même que je donne à ce moment-là. Non, mais il y a aussi cette espèce d'étonnant paradoxe qui fait que, alors qu'on est dans le pire monde capitaliste désormais qui soit, qu'est le football professionnel, les lois du marché le plus sauvage s'appliquent, eh bien quand même on y croit toujours, quand même il y a toujours une équipe, quand même il y a toujours ces valeurs-là qui sont absolument antithétiques de ce qui fonde par ailleurs aujourd'hui le football professionnel. Oui, c'est vrai, ça reste, il y a une part d'enfance qui reste, malgré tout irréductible. Après, comme le capitalisme ravage à peu près tout, ce qui touche en réalité, parce que comme c'est jamais assez, le football commence à connaître une période difficile, c'est-à-dire que la part d'enfance se transforme de plus en plus en parents qui, à partir de 10 ans, considèrent que leur gamin est un investissement, commencent déjà à lorgner vers les clubs professionnels, les envoient en stage, et voilà. Et les gamins signent des contrats via leurs parents quand ils sont mineurs, mais quand ils sont tout gamins. Donc cette part d'enfance est quand même menacée. Néanmoins, le football reste un sport de masse, et il y a quand même ce plaisir simplement de toucher un ballon et de passer à un partenaire qui résiste à tout. Et malgré, en effet, tous les errements, enfin, il ne faudrait pas qu'il y ait trop d'affaires Neymar quand même, parce que ça commence à être un peu problématique. Mais malgré tout ce flot d'argent, ce mercato perpétuel, ces comportements parfois très discutables de certains joueurs, le football résiste et devient, vous avez vu quand on a gagné la dernière Coupe du Monde, devient quand même un des rares objets de réjouissance collective, toute classe sociale confondue, ce qui est quand même un exploit maintenant, parce qu'on sent bien qu'il y a deux France qui s'éloignent, elles se réconcilient dans les tribunes, elles se réconcilient dans la rue. Donc le football, de ce point de vue-là, il peut avoir des aspects négatifs, mais il continue à avoir des aspects positifs, je trouve très puissants. Y a-t-il, pour terminer, une dernière question? Monsieur, je vous en prie. Alors, c'est pas une question sur le foot, mais je fais partie des gens qui lisent assez peu, hélas, trop peu en tout cas. Et ce qui fait que j'ai pas du tout lu Michel Houellebecq, donc je savais pas que c'était un mauvais auteur. Et donc ça m'a donné furieusement envie de le lire, j'ose à peine l'avouer. Alors est-ce que je pourrais vous demander de résumer un petit peu qu'est-ce que vous trouvez de mauvais chez lui? Est-ce que c'est parce qu'il écrit mal, tout simplement, il n'y a pas de vocabulaire, ou est-ce que c'est ces thèmes qui sont horribles? Enfin, qu'est-ce qui est vraiment pourri, quoi? Mais oui, le mauvais écrivain, c'est un jugement extrêmement subjectif, de ma part. Il y a des tas de gens qui vont vous dire que c'est un génie. Bon. Moi, je dois dire qu'il y a un livre que j'ai aimé de Michel Houellebecq, qui était le premier, mais c'est souvent le cas des anti-Houellebecquiens, c'est l'extension du domaine de la lutte, parce que je pense que tous les thèmes Houellebecquiens étaient là et n'ont jamais été mieux exprimés. Ensuite, ce que je reproche essentiellement à Houellebecq, c'est d'être davantage un sociologue qu'un écrivain. Bon, donc c'est quelqu'un qui a une très très bonne sensibilité à l'air du temps, à ce qui est en vogue. Il s'en empare et il lui donne une forme littéraire un peu répétitive. Et je trouve que ça se voit que c'est une littérature d'idées où au fond la littérature n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, c'est ce que je lui reproche en premier lieu. Deuxièmement, je lui reproche de confondre un peu ses états d'âme avec l'état de la société. Non, tout le monde ne vit pas dans la misère sexuelle, c'est peut-être le cas de Michel Houellebecq, je suis très désolé pour lui, mais moi par exemple, ça va très bien pour moi de ce point de vue-là. Ensuite, dans le dernier livre, il a fait quelque chose que je lui reproche à la fois sur un plan personnel, un peu anecdotique, et sur un plan plus général, dans l'avant-dernier livre, Soumission. Dans Soumission, le personnage principal est un spécialiste de Huysmans, Joris Karl Huysmans, qui est un écrivain du 19e, 20e, et au début 20e, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça.
Moi qui est un de mes dieux littéraires. Si vous venez chez moi, la première chose que vous voyez, c'est l'édition des œuvres complètes de Huysmans que m'a offert ma femme pour mes 50 ans, mais en même temps qu'un tapis de course, donc il y avait 2 messages, je crois, dans les cadeaux. Et c'est relié sous boîtier spécial, c'est le lieu de sieste préféré de mon chat. Enfin, voilà, Huysmans, un maître de la littérature, lisez n'importe quel livre de Huysmans, il y a une qualité de français qui est extraordinaire. Or, dans ce livre, Houellebecq, qui ne connaît rien à Huysmans, s'empare de Huysmans, puisque son personnage principal en est spécialiste, et dit la chose suivante, dit au fond, quand Huysmans s'est converti au catholicisme, il a voulu entrer dans les ordres, même Huysmans, c'était de la foutaise, parce que, au fond, il n'était pas du tout fait pour ça, c'était un petit bourgeois jouisseur et tout, et cette tentative de conversion n'était pas sincère, et tout, bon. Ce qui est entièrement faux. Donc, je lui reproche de mal connaître et de dire n'importe quoi sur mon auteur préféré. Ça, c'est la première chose. Mais deuxième chose, quand il dit ça, Houellebecq, ça va beaucoup plus loin. Je pense qu'il est très hostile, très ennemi de toute forme de transcendance. Il voudrait que tout le monde patauge dans la même boue matérialiste que lui, sans autre horizon. Moi, il vit comme il veut. Il est très porté sur les prostituées chinoises et les plats surgelés. Moi, ni sur l'un, ni sur l'autre. Si c'est ça son truc, très bien. Simplement, en faire l'horizon d'attente indépassable de toute l'humanité, là, je ne suis pas d'accord. Surtout si ça passe par dire n'importe quoi sur un de mes dieux littéraires. Je dois dire quand même, à son crédit, que comme le livre a quand même eu du succès, eh bien, les éditions Gallimard ont décidé de consacrer une Pléiade à Huysmans, ce qui n'était pas le cas. Donc, grâce à Houellebecq, paradoxalement, et la Pléiade sera établie par Pierre Jourde. Donc, vous voyez que, voilà, donc il y a des effets. Mais simplement, je reproche à ces gens de vouloir complètement niveler par le bas, donner une image de la société absolument terrible, dans le misérabilisme, la misère à tout point de vue, et dans le dernier livre de Houellebecq, Sérodonine, comme il est au bout du rouleau de ce qu'il a à dire, il est dans l'auto-caricature. C'est-à-dire qu'il reprend tous ces thèmes, et il les caricature au moins bien. Donc ça commence dans une station naturiste espagnole, qui est un des grands classiques de Houellebecq, etc., etc. Et je crois qu'il n'a plus rien à dire, il est allé au bout de ces thèmes. Donc je trouve ces livres assez mauvais pour la plupart, mais je crains qu'ils ne soient bien meilleurs que ceux qu'il va nous infliger à l'avenir, hélas. Cela dit, vous avez le bon réflexe, c'est à vous de vous faire votre idée sur Houellebecq. Moi, je ne suis pas un censeur. Je vous dis simplement que vous utiliseriez mieux votre temps à lire d'autres choses, mais faites-vous votre idée sur Houellebecq vous-même, bien sûr. Ça, je vais même me permettre de rajouter une chose, c'est pas totalement de sa faute, mais son dernier livre est paru au mois de janvier. Moi, c'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé. Genre, j'étais dans un train, dans le compartiment, tous les gens qui lisaient, je n'ai pas dit que tous les gens lisaient, hein, tous les gens qui lisaient le dernier livre de Houellebecq. Il y a eu 400 livres qui sont parus cet été. Il y en a eu 399. En général, on met entre 2 et 4 ans à écrire un roman en espérant rencontrer des lecteurs. Il y en a eu 399 qui sont partis en dépression nerveuse, mais directe. Donc c'est pas totalement de la faute de Houellebecq, c'est de la faute de la médiatisation. Et je vais, une fois n'est pas coutume, puisque c'est sortir un petit peu de mon rôle d'intervieweur et vous donner une réponse à ça, qui va, je crois, dans le sens quand même de ce que dit Eric. Pour moi, Houellebecq est un éditorialiste. C'est pas un romancier, c'est un éditorialiste. C'est un homme de goût et c'est un homme de sujet. J'allais presque dire que c'est un publicitaire, mais ça serait plutôt que BD. Mais c'est-à-dire qu'il prend des sujets, et j'en veux pour preuve le fait que de plus en plus souvent dans la presse française, ce sont les rédacteurs en chef et pas les critiques littéraires qui traitent Houellebecq. Pourquoi? Parce que ça nous offre des sujets. L'islamisme. Alors évidemment, on a dit oh là là, formidable, il a inventé la crise des Gilets jaunes. Non, il sait en effet que la ruralité en France c'est un peu compliqué. Et la manière dont il en parle est odieuse d'ailleurs, de mon point de vue. Mais ça c'est encore autre chose. La liberté sexuelle, la misère sexuelle qui va de pair, etc. Il y a un écrivain dans les années 70 qui se vendait à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, qu'on a totalement oublié aujourd'hui, et qui n'était pas si loin. C'était René Barjavel. Ben voilà, pour moi, Houellebecq... J'ai oublié dans mes grandes lectures d'adolescence Ravage. Ravage de Barjavel, oui, j'ai lu ça aussi en boucle. Non, après, Houellebecq, il y a quelque chose de mystérieux, c'est qu'en effet,
comme il est considéré comme allant de soi, il n'y a presque jamais de critique négative, c'est un peu bizarre. Il y a même une cérémonie, il y a des gens qui vous disent d'ailleurs qu'ils ne lisent qu'un livre par an et c'est Houellebecq. C'est un peu le principe du Beaujolais nouveau, c'est une sorte d'événement en lui-même. Ça a le même goût de banane d'ailleurs souvent, les bouquins de Houellebecq et le Beaujolais nouveau, mais je ferme la parenthèse. Mais dans le livre que j'ai fait, le pamphlet anti-Houellebecq, j'analysais un de ses livres qui s'appelle Plateforme. Et Plateforme, lisez le livre, vous serez peut-être, mon pamphlet, vous serez peut-être convaincu. J'ai montré que c'était exactement construit comme un SAS de Gérard de Villiers. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, ça se passe dans des pays exotiques, mais décrits sous forme de carte postale. Et puis, vous avez une scène de sexe toutes les 10 pages, un peu à la SAS, sauf que je préfère les livres de Gérard de Villiers à ceux de Houellebecq. Et même, je préférais l'homme, Gérard de Villiers, qui avait des côtés très problématiques et très discutables, mais avec qui je passais d'excellents moments. Mais qui était pittoresque. Très pittoresque, ce que n'est pas Houellebecq. Qui détestait pas les prostituées chinoises, mais ne mangeait jamais surgelé. Non, voilà, donc ça me le rendait cher. Et puis même, vous voyez, dans ce que je dis, même l'aspect physique de Houellebecq, cette déchéance physique. Pour l'avoir bien connu. Non, mais c'est quand même étrange, cette déchéance physique. Ouais. Il y a quand même une fascination pour tout ce qui est laid, moche, bas, dépourvu de toute transcendance, de tout horizon. Je comprends qu'un pays un peu dépressif comme le nôtre puisse se reconnaître dans ce prophète, mais franchement, on mérite mieux que ça comme prophète. On en a eu d'autres. On a eu d'autres écrivains nationaux. Peut-être ça aussi, question de une partie de la réponse. C'est que les Français ont besoin d'un écrivain national. S'ils ne trouvent pas, grande figure d'écrivain national. Ils l'inventent. Avant c'était Hugo, maintenant c'est Houellebecq. L'initiale reste la même, mais le niveau littéraire a beaucoup baissé. Bon, je pense qu'il a son compte. Nous aussi. On va en rester là si vous voulez bien. Moi, je voudrais dire quelques mots aussi pour vous remercier de votre fidélité à tous, qui avez rendu possible ces quatre. Alors là, on dirait qu'on est en deuil, mais ces 4 saisons de conversation au carré. Je suis heureux de retrouver de conversation en conversation et avec les gens les plus divers, des visages que je reconnais et qui sont désormais pour moi aussi des visages amis. Un grand merci tout particulier à la médiathèque, sans qui tout cela, etc. À l'espace culturel Leclerc, bien entendu, chez qui, à la table duquel vous allez pouvoir vous faire signer des livres d'Éric Nolot tout de suite. Et un merci absolument sincère à la municipalité de Saint-Médard-en-Jalles pour sa confiance renouvelée. D'après ce que j'ai compris, renouvelée l'année prochaine. Cinquième saison, c'est presque Game of Thrones, hein, déjà. C'est arrêté à 8 ? Bon, ben on verra. Il est déjà sur le trône, là. Donc, mais en tout cas, il y a déjà du suspense parce que je suis absolument incapable, n'ayant pas mes dates encore, de vous dire avec qui on commencera l'année. Notre prochain rendez-vous, ce sera au mois d'octobre, si tout va bien. A priori avec un livre, pas forcément d'ailleurs, mais peut-être bien avec un livre de la rentrée littéraire à venir qui s'annonce extrêmement intéressante. Je crois n'avoir oublié personne. Si, les absents ont toujours tort, mais là il n'a pas tort, parce qu'il n'a pas pu faire autrement. Un merci très particulier à Monsieur le maire, à Jacques Mangon, pour tout l'intérêt qu'il prend, non seulement à cette manifestation, mais au-delà, à la littérature et à la vie du livre. C'est important, je connais d'autres premiers édiles, et je n'en dirai pas nécessairement la même chose. Quant à Éric Nolot, on a beaucoup parlé du lecteur, on a beaucoup parlé de l'éditeur, on a à peine parlé de l'écrivain. Donc Éric, moins d'émissions, plus de livres, et ce coup-ci je vais même me lancer, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir, merci beaucoup.